Bienvenue dans les 4V, Michel-Édouard Leclerc. Alors on apprend ce matin, d'après l'ONG Bloom et Foodwatch, que 57% des conserves de thon seraient contaminées au mercure. C'est ce qu'elles affirment dans une étude qu'elles rendent publique, dans des teneurs supérieures à ce qui est autorisé. Elles appellent notamment la grande distribution à prendre des mesures d'urgence. Est-ce que vous allez faire quelque chose ? Alors d'abord, je le découvre avec vous. Je ne sais pas l'ampleur des dégâts, mais évidemment, on ne commence pas par discuter. Donc nous allons demander à Foodwatch qui ne nous les a pas transmis. Il préfère passer dans les médias d'abord et après il nous donnera le résultat de ses analyses. Le mieux, c'est qu'on fasse faire les analyses par les fournisseurs et en tout cas qu'elles soient incontestables. Et s'il faut les supprimer, on les supprimera. S'il faut en sortir, on en sortira. Pour le moment, j'ai aucun document, quoi. Vous venez de me montrer sur votre portable. Mais en tout cas, vous êtes prêt à examiner de très près tout ce que vous avez dans vos enseignes sur ces cas potentiels de contamination. On sait que c'est le poisson le plus consommé en France, je crois. Oui, alors derrière cette alerte sanitaire, il y a aussi un combat de Foodwatch et de l'autre ONG pour qu'on arrête de pêcher du thon. Donc il faut regarder si c'est bien une alerte sanitaire ou si c'est une proposition qui s'appuie sur une alerte sanitaire pour revenir sur l'interdiction de pêcher du thon. C'est pas la même chose pour les pêcheurs. Mais si c'est une véritable alerte sanitaire, vous dites on sera extrêmement prudent et on regardera extrêmement près. Ah oui, mais c'est automatique chez nous. Il y a des process, chez mes concurrents aussi. On a des procédés extrêmement efficaces pour retirer des produits. On préfère retirer plus rapidement des produits dès qu'on a une alerte. Mais pour le moment, j'insiste, ils ne nous ont transmis rien, ni l'administration, ni les ONG. Michel-Édouard Leclerc, la question de l'alimentation est au cœur également du débat budgétaire, puisque le gouvernement, en tout cas la ministre de la Santé, s'est montrée favorable à une taxe supplémentaire sur les produits les plus sucrés, les sodas, les bonbons ou divers types de produits comme cela. Est-ce que c'est une bonne idée pour que les Français mangent plus sainement et puis pour trouver de l'argent pour les finances publiques ? Voilà. Il y a un peu le mélange des genres. Donc moi, sur le plan du principe, sur le plan de l'idée, se battre contre l'obésité, contre le diabète, ça suppose qu'on développe tous les moyens nécessaires dans nos sociétés récentes, occidentales. C'est un vrai fléau. Après, je ne pense pas que ce soit la meilleure arme. Parce que en ce moment, les consommateurs, après avoir été frappés par l'inflation, taxés au portefeuille pendant 3 ans, si vous leur tenez un discours, taxer telle chose, un supplément de taxe, même sous prétexte de bonne intention, ils ne vont pas le voir comme ça. Je pense que ça ne va pas aider pédagogiquement au dossier, parce que tout le monde sait très bien que ces taxes, c'est pour combler les trous. Donc, dans le contexte actuel, je trouve qu'il y a trop de taxes. Il faut arrêter de taxer. Je ne suis pas pour les taxes morales, je ne suis pas pour les taxes punitives. Je pense que c'est dans l'éducation qu'il faut investir, dans la mobilité, l'activité sportive. Les Jeux Olympiques ont eu ce mérite. Ça a donné envie à beaucoup de jeunes de rentrer dans des séquences de sport un peu olympiques, justement, donc dans la durée. Pas de taxes, s'il vous plaît. Créer une nouvelle journée de solidarité, en clair, supprimer un jour férié, ça fait partie des pistes aussi. C'est une bonne, c'est une mauvaise idée en tant que chef d'un groupe de grande distribution, ou ça peut aider à la consommation ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Quel que soit l'intérêt, corporatiste, distributeur, capitaliste, je trouve que c'est pas un bon contexte pour dire aux gens qu'il faut qu'ils travaillent plus. On vient de leur faire le coup avec les retraites. Calmons le jeu, quoi. Ça, je sais même pas si la première journée de solidarité est vraiment efficace. J'ai jamais lu un rapport qui disait l'intérêt d'avoir fait cette parce que c'est bien le principe, les gens sont pas payés, c'est ça ? Absolument. En tout cas, l'argent sert à autre chose. Pour cotisation. C'est sûr que ça va réjouir dans les foyers. Ouais. Alors, vous disiez il y a quelques instants, effectivement, que un certain nombre de prix commencent à baisser, ou en tout cas, l'inflation a fortement ralenti, 1,2% en septembre sur un an. Très concrètement, comment ça se passe dans vos enseignes ? Jusqu'à où va aller cette baisse des prix pour certains produits ? Comment ça se passe ? Alors là, ça fait 6-7 mois qu'on est dans une vraie désinflation. C'est-à-dire que ce n'est pas une baisse des prix, mais c'est une moindre inflation. Ça augmente moins vite qu'avant. Sur 2 ans, on était l'année dernière à 20%. Sur 2 ans, aujourd'hui, on est à 8%. Et j'espère que d'ici la fin de l'année, on sera sur un taux d'inflation de l'ordre de 2%. Donc le taux d'augmentation des revenus, salaires, retraites, c'est en débat aussi, redevient supérieur au taux d'inflation, mais pour les consommateurs, dans leur mémoire, ils se sont fait quand même taper des 20 et 40% sur le prix des pâtes, sur l'huile de tournesol, sur des denrées alimentaires
dont on leur a fait le coup d'une augmentation des coûts, etc. C'est jamais revenu en arrière. C'est-à-dire ce qu'on présentait comme une inflation à cause de l'Ukraine, à cause du Covid, ça n'a pas beaucoup baissé. Et on ne reviendra jamais à ces prix ? On ne reviendra jamais à ces prix. Par contre, tous mes collègues de Leclerc, là, on s'apprête à rentrer dans un round de négociation. Et c'est vraiment notre objectif que d'aller chercher des baisses. Et j'insiste là-dessus parce que le discours politique aujourd'hui, l'ambiance politique donne prétexte à beaucoup d'entreprises de nous dire, avec ce qu'ils vont nous mettre, avec les impôts qu'ils vont nous mettre, les gars, les Leclerc, on ne va pas vous filer des baisses. Et nous, on estime que par rapport à nos consommateurs, par rapport aux citoyens, je pense que ça se passe comme ça chez les concurrents aussi, on va vraiment aller chercher des baisses. Est-ce que vous constatez un changement de comportement des consommateurs, justement, avec la fin de cette crise, disons, de l'inflation ? Oui, et c'est très flagrant. Il ne faut plus interpréter une statistique d'inflation sur 6 mois ou même 1 an. Aujourd'hui, on voit bien d'abord qu'il y a une augmentation de la précarité. Les ONG, la Banque alimentaire, Emmaüs, tout ça, chiffre à peu près 1 million depuis 3 ans, l'arrivée de nouveaux pauvres, pauvres étant un qualificatif sociologique, mais enfin de gens qui rament, quoi, et qui n'achètent que des prix bas. Ça se traduit comment concrètement ? Ça se traduit par une explosion des ventes des premiers prix. Ça se traduit par des gens qui mangent moins, mais surtout qui vont moins chez le médecin, qui n'osent pas aller chez le dentiste. Voilà, tous les débats à l'Assemblée nationale sur l'augmentation des trucs à charge et tout ça, ça fait peur très clairement à cette catégorie-là. Il n'y a pas de relation client là entre la classe politique et les consommateurs. Ça fait très peur. Après, il y a un bon tiers des Français aujourd'hui qui intelligemment recomposent leur consommation. Quelle priorité ? Alors, c'est les arbitrages entre, par exemple, acheter par un premier prix du moment qu'il est Nutri-scoré, par exemple, et puis de prendre un château l'hospitalet, un truc à 8, 9 euros. Choisis sur quoi on se fait plaisir. Ouais, il y a du plaisir, mais pas avec du luxe. Donc ça, c'est très... Vous avez vu, le luxe est en crise aussi. Ça, c'est plus l'export. Et autrement, moi, je trouve aujourd'hui que les gens... Ils sont pris par les dépenses contraintes. Vous savez, le loyer, le transport, il y a ces dépenses qu'on ne peut pas arbitrer. La facture arrive ou le virement se fait automatiquement. Et donc, la partie qui est arbitrable se réduit. C'est pas tellement qu'il y a une baisse de pouvoir d'achat, c'est juste que ce qu'on pouvait décider, une fois qu'on a payé tout ce qui est contraint, ça se réduit. Alors, néanmoins, je suis pas d'accord avec notre ami là-bas. Je pense qu'il va y avoir 100 millions de touristes supplémentaires l'année prochaine, et Leclerc étant un gros revendeur de tour opérateur, on fait le plein. Ouais, je peux vous dire. Sur ce côté-là, ça fonctionne bien. Ça va fonctionner sur le tourisme. Vous évoquiez la question des négociations et certains industriels qui allaient vous imposer peut-être des prix plus importants. Il y a une autre crise qui couve toujours, c'est celle des agriculteurs. Il y a des mobilisations que demandent déjà les jeunes agriculteurs, la FNSEA, autour du 15 novembre. Est-ce que vous sentez ça monter ? Est-ce que vous craignez d'être une nouvelle fois pris pour cible parce que pour certains d'entre eux, vous êtes le symbole de cette grande distribution ? Alors, dans les jeux de rapports de pouvoir politique ou syndicaux, il y a des élections aux chambres d'agriculture, il y a aujourd'hui au Parlement ce qui guide le débat. Mais vous sentez cette colère monter ? Oui, il y a une vraie colère parce qu'il n'y a pas eu de réponse à des promesses qui ont été faites par plusieurs partis politiques d'ailleurs. Et donc aujourd'hui, il faut répondre sur Mercosur, sur la PAC, enfin il y a beaucoup sur les aides de la PAC et tout ça. Donc nous, en tout cas, pour la partie distributeur qui concerne peut-être 2 des 40 points présentés par la FNSEA ou la Confédération paysanne, en fait, sur les 2 points, on est d'accord de fonctionner tel que proposé, c'est-à-dire que les agriculteurs puissent d'abord, dans un premier contrat avec l'industriel, s'assurer ou avoir la clarté, la transparence de sa rémunération. Juste prix, peut-être pas, mais sa rémunération, en tout cas, que ce soit clair. Et puis après, que nous, on ne remette pas en cause ce premier contrat. Mais par contre, il faut que l'industriel, qui lui va transformer le produit, soit transparent. Il faut qu'il nous dise quel a été son premier contrat pour l'agriculteur. Ça rassurera les agriculteurs et ça nous fait une base, une sorte de bouclier de prix agricole en dessous duquel on ne descendra pas. Michel-Édouard Leclerc, dans vos enseignes, vous avez développé notamment des centres culturels dans lesquels on vend des livres. Vous me voyez peut-être venir. Est-ce que le livre de Jordan Bardella sera vendu dans les centres culturels Leclerc ? Eh ben, en tout cas, il n'y a pas de consigne contre. Les libraires sont libres de constituer leur assortiment. Ce sont des libraires indépendants, dans des magasins indépendants. Et donc, je pense que c'est bien, en tant que démocrate, en tant que pour le pluralisme, que Bardella ne puisse pas s'appuyer sur un boycott de son livre. Je trouve que ce serait une erreur tactique.
Je suis social-démocrate, je suis pas. Et donc, oui, je pense que c'est en tant que diffuseur du livre, je pense qu'il sera dans toutes les librairies. Ouais. Vous accepteriez qu'ils viennent faire des séquences de dédicaces dans les centres culturels Leclerc, comme ça pourrait arriver? Tous les hommes politiques ont le droit de venir rencontrer leur public du moment qu'ils respectent la neutralité du lieu. Et le principe aussi de promotion du livre et de la lecture, parce qu'au fond, moi, c'est ce que je cherche, c'est le livre débat, c'est important. Par contre, je suis contre la taxation des livres d'occasion. J'en profite ça a été évoqué. Je trouve que c'est pas correct. C'est pas une manière de faire lire les gens. Et je suis pour qu'on soutienne des politiques de lecture. Et bien, on verra si, en tout cas, y compris dans la réforme du pass culturel. Si la tournée de dédicaces promise par Jordan Bardella passe effectivement par vos enseignes. Merci beaucoup, Michel-Édouard Leclerc, d'être venu ce matin. Merci.